une façade extrêmement classique. Donc là, on retrouve les colonnes, le fronton, ces petites niches avec ces sculptures. Ou encore, chez les Frémontais, l'abbaye de Jovilliers. Donc là aussi, on retrouve l'idée de l'église Halle. Regardez le monumentalisme, la nef qui apparaît derrière cette partie-là. Donc les deux tours qui correspondent aussi au bas-côté. Et début 18e, on va aussi construire le temple protestant à Nancy. Et si on regarde bien, son architecture est quand même très proche, très similaire, quand même, de celle des Prémontrés. Avec ce ce fronton qui n'est plus tout triangulaire, mais en espèce de demi-cercle, dans la partie basse, on voit vraiment les similitudes. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, on sent que l'époque a changé, on est effectivement dans ce siècle en fait des Lumières. Il faut imaginer qu'il y a aussi une chose qui est totalement importante et qui va raviver le goût de la culture gréco-romaine, c'est les fouilles archéologiques de Pompéi, en 1748, voilà. 1738 on fait les fouilles à Herculanum, 1748 Pompéi, et il faut imaginer que voilà, tout ce grand passé antique revient à la surface, et on a un engouement extraordinaire à la fin 18e pour justement en fait ce passé antique. Ce qui explique aussi justement en fait ces programmes de construction ou de rénovation qui vont inclure des éléments classiques dans les constructions. Nous arrivons maintenant en fait aux bénédictins. Donc évidemment, le siège le plus important, c'est Saint-Mihiel, qui est un centre intellectuel qui est colossal, avec la bibliothèque aussi de Saint-Mihiel, que je vous montre en fait ici. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, ces grands ensembles, ces abbatiales, elles sont sécularisées, elles sont aujourd'hui même occupées par des administrations publiques. Là, c'est la mairie de Saint-Mihiel qui a investi finalement ce bâtiment, mais dans le monumentalisme qu'on avait à l'époque, si je vous montre un plan de l'époque, regardez le plan aussi de l'abbaye. Et on retrouve évidemment un énorme carré claustral qui s'inscrit vraiment dans la tradition, donc on est très fidèle quand même aux principes anciens. La seule chose qui change, c'est justement, on tend à ce gigantisme, ce monumentalisme, et évidemment à cette splendeur. Quand on regarde l'intérieur, Saint-Mihiel, on voit aussi, on le voit moins en fait sur la façade à l'extérieur, mais on voit très bien que c'est une église halle avec la nef centrale qui est la même hauteur que les bas-côtés. Et là, on retrouve évidemment des voûtes qui sont quand même très simples, mais des voûtes quadripartites qui généralement arrivent sous la charpente en bois. Donc on ne va pas casser la charpente, on va justement dresser contre ces immenses piliers des colonnes. Là, on en voit une, qui va supporter ces voûtes d'ogive, ces pierres qui se croisent avec au milieu la clé de voûte. Vous avez aussi l'abbaye de Moyenmoutier, voilà, dans l'abbaye bénédictine. Donc là aussi, on retrouve l'idée de l'église Halle. Regardez, il n'y a pas de différence entre la nef et aussi les bas-côtés. Il n'y a pas en fait cette idée d'avoir une nef qui est très haute et ensuite ses bas-côtés. On retrouve le même type d'église. Et là, je vous montre en fait une gravure qui montre vraiment en fait l'abbaye aussi au XVIIIe. Et si on regarde l'architecture, on retrouve de nouveau ce goût en fait pour le classicisme, pour l'équilibre, la mesure, l'élégance, avec la tour qui apparaît bien au centre de l'abbaye, chose qu'on ne voit plus finalement, en tout cas moins sur cette image-là. On montre le toit encore dans la partie arrière. Voilà, autre siège des bénédictins, à Metz, l'abbaye Saint-Clément. Et là, évidemment, regardez aussi comment est-ce qu'on va garder en héritage du gothique la rosace, mais qu'on va justement traduire dans une écriture beaucoup plus classique, beaucoup plus moderne. Et on retrouve à nouveau ce fameux type d'abbatiale de l'église de l'abbaye, ce type en fait de l'église Halle, avec une nef et deux bas-côtés. Et là aussi, quand on pense maintenant à Saint-Dié, Saint-Dié, elle est très monumentale parce qu'il y a ces tours en fait qui s'élèvent. Ici, il n'y a pas de tour, mais on retrouve finalement cette écriture très simple, ces petites niches où les sculptures aujourd'hui malheureusement ont disparu, mais qui sont couvertes par ces petits frontons triangulaires. Donc on voit bien l'emprise classique, et évidemment, de là, on n'a aucun mal à imaginer aussi les chapiteaux des colonnes avec ces feuilles d'acanthe, donc on est parfaitement dans un esprit classique. Aujourd'hui, pour Saint-Clément, c'est le siège en fait du conseil régional. Donc, et je vous montre aussi là, sur ce petit plan, voilà encore une fois ce carré claustral, le cloître, qui est remis au goût du jour à cette époque-là, mais encore une fois dans un esprit en fait beaucoup plus
monumentale, on est moins dans l'austérité et la sobriété. Si on lit maintenant en fait ces fameuses règles, ça je vous invite à le faire, de Saint Benoît ou de Saint Augustin, on est dans une rigueur, dans un ordre qui est quand même assez terrible. Cette austérité, on ne la retrouve plus finalement dans ces réaménagements qu'on réalise au XVIIIe siècle. Et vous avez en fait le fondement, l'abbaye de Saint-Vanne de Verdun, mais évidemment aujourd'hui qui est extrêmement endommagé. Il ne reste en fait plus qu'une seule tour, mais regardez aussi l'ensemble des bâtiments conventuels qu'il y avait autour. Donc là, juste à regarder comme ça, on n'a aucun mal à imaginer l'ampleur qu'avaient aussi ces constructions. On a vu les bénédictins, on a vu les prémontrés, et donc maintenant on arrive aux chanoines réguliers qui sont installés dans l'église Saint-Jacques de Lunéville. Donc là on retrouve finalement aussi cette pierre en fait, le grès des Vosges, le grès de Saverne. Et évidemment on n'est pas du tout surpris parce que là encore une fois c'est une église qui est achevée au XVIIIe siècle et on a toujours la même écriture avec ses colonnes, ses frontons triangulaires, flanqués en fait de 2 tours avec 2 lanternons, comme c'est le cas en fait pour la cathédrale de Nancy, ces 2 lanternes et ces petits lanternons. Donc on voit aussi, effectivement, les similitudes, et là on découvre des choses intéressantes, parce que quand on arrive maintenant à l'intérieur, regardez en fait, voilà le volume de l'église Halle. Évidemment, là maintenant on a pu voir que dans les 3 ordres, même s'ils ont essuyé énormément de destruction pendant la guerre, tous ont eu une volonté de reconstruire, et une volonté de reconstruire dans une certaine splendeur, dans un certain gigantisme, et là on voit bien que le volume de l'église Halle est beaucoup plus important et tend au monumentalisme par rapport au type basilical où il y a cette nef qui est en avant et vraiment en fait c'est bas-côté. Là ce qui est intéressant c'est qu'on voit aussi la couleur. Voilà, nous on imagine aussi ces périodes comme des périodes très sombres alors que c'est des périodes qui sont extrêmement colorées, même si c'est des siècles aussi de guerre, d'opposition. Il faut imaginer qu'il y a une prospérité aussi, des développements démographiques qui suivent en fait ces éléments-là, et il y a un sentiment de vie qui est quand même totalement incroyable. Et donc du coup, on a vraiment en fait ces églises en couleur, on voit la chaire à prêcher maintenant aussi qui commence à apparaître. Quand je vous parlais justement des éléments qui permettent de rendre le culte visible du fidèle, la chaire à prêcher en fait partie. Voilà, elle permet d'élever en fait et d'être en hauteur, alors qu'auparavant, à l'époque romane, on avait ce qu'on appelait des ombons, où on avait justement une pierre en fait qui permettait juste d'apporter en fait une petite élévation au prêtre pour venir faire en fait les prières ou encore les chants. Alors pour la petite anecdote, quand on voit, et ça on le retrouve dans beaucoup d'églises, ce sont les anciens lustres, là je vous montre les lustres, ce sont les anciens lustres à bougies qu'on a tout simplement retournés quand on a eu dans la phase de gazéification et après d'électrification. Et pour cette église des chanoines réguliers, il faut imaginer qu'il y a aussi une décoration qui est totalement incroyable, avec un ordre qui est fantastique, Lunéville. Pourquoi est-ce qu'il est fantastique? Parce qu'il est fait en trompe-l'œil. Il faut imaginer que l'instrument se trouve juste là derrière. Donc l'organisme se met en fait à cette position-là, et les fûts de l'orgue sont pris en trompe-l'œil dans les colonnes, qui sont dans la partie haute. D'ailleurs là on voit un peu du jaune et du noir. Ces stries là qu'on voit sur la photo, c'est justement les colonnes. Donc tout en fait le décor apparaît en trompe-l'œil, et derrière évidemment il y a toute une peinture en trompe-l'œil qui évoque normalement l'entrée au paradis. Alors pour la petite anecdote, l'évêque de Toul était venu consacrer en fait cette église, l'église Saint-Jacques. Et les corporations ont laissé le portrait de cet évêque dans cette église. Alors je vais vous dire, pendant très longtemps, on cherchait où il était, on a enlevé l'enduit, on pensait qu'il était sous l'enduit. Et finalement, ce portrait, il se trouve sur cette colonne-là. Alors je ne pourrais pas vous le montrer, mais la prochaine fois que vous irez à Lunéville, vous irez jeter un petit coup d'œil dans cette cathédrale. Alors vous allez voir aussi, alors c'est des colonnes qui sont peintes en faux marbre. C'est du faux marbre. Ça, là, on est vraiment dans l'esprit 18e, le rococo. C'est la frivolité, on fait du faux, on s'amuse. Et donc, du coup, on va peindre de la couleur pour donner l'impression en fait, d'être face à des colonnes en marbre. C'est que de la peinture. Et dans ce décor, on voit comme ça le profil de l'évêque de Toul. Il avait un nez comme ça, un nez assez pointu, assez important. Et, donc c'est assez intéressant, vous allez voir les insectes qui sont en fait les éléments des différentes corporations qui ont travaillé à l'intérieur. Ça c'est pour la petite anecdote, la prochaine fois que vous irez vous promener à Lunéville, vous irez jeter un petit coup d'œil à cette justement
à cette colonne, à cette église. Donc finalement, on a ces temps où, d'un côté, le 18e, ce qui ne nous surprend pas, c'est qu'on voit l'achèvement, voilà, de toutes ces grandes phases de construction des grandes cathédrales médiévales, qui vont parfois être modernisées, remises au goût du jour, mais quand on est face à ces grandes cathédrales qui sont construites au 18e, elles sont un esprit classique, et tout ça va avoir une conséquence sur les abbatiales. Les abbatiales, elles vont être modernisées, et dans ces modernisations, on va tendre justement au classicisme, mais aussi à la splendeur et au gigantisme. Et donc la question qui se pose, c'est effectivement, qu'est-ce qu'il en est maintenant des églises paroissiales? Parce qu'on sait que depuis la fin du XVIIe siècle, les évêques sont envoyés pour prêcher sur la terre, mais aussi pour former les curés. Donc la formation des curés débute vraiment à la fin du XVIIe, et ce qui est aussi là, c'est que progressivement commence à naître la figure du curé de campagne. En Lorraine, il y a environ 2400 églises paroissiales, et plus de la moitié ont été construites dans cette période entre la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle. Et donc du coup, la population, on parle vraiment d'une population éclairée, elle va vraiment avoir une éducation spirituelle, une éducation en fait intellectuelle, et même à la veille de la Révolution, quand les ordres en fait déclinent, il y a un sentiment en fait catholique qui est encore extrêmement vif en Lorraine. Là, je vous citerai juste encore l'abbé Grégoire, qui, avant de faire son discours devant la Constituante, dans lequel il condamne le vandalisme des révolutionnaires qui rentrent dans les églises, qui saccagent, qui pillent, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est comme ça que va naître la notion de patrimoine. Tous ces objets qu'on décide de conserver pour les transmettre aux générations futures. Mais avant qu'il fasse ce discours à l'Assemblée constituante, il avait à cœur aussi que chacun de ses fidèles sache lire. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on était dans des centres qui effectivement avaient développé des considérations en fait spirituelles, mais il y avait aussi en fait toute une évolution intellectuelle qui était transmise à la population. Donc on est vraiment face à une Lorraine intelligente aussi, et ça aussi, ça participe beaucoup aussi à ce statut d'indépendant qu'on a pu avoir. Et effectivement, quand on... Excuse-moi, est-ce que l'abbé Grégoire c'était peut-être aussi une exception parmi les curés, non? Oui, c'était sûr que c'était une exception, mais ça reste une figure en fait lorraine, mais ça montre bien, en tout cas, cette figure du curé de campagne, c'est quelque chose qui est important. Là où je parlais tout à l'heure que pendant la guerre, évidemment, on a déserté, on avait peur, on ne faisait plus les offices, en fait, les messes n'étaient plus réalisées. Il y a vraiment en fait cet élan à la fin du XVIIe où on décide de former en fait les curés, et on a vraiment maintenant ces personnes d'autorité qui commencent à émerger. Et donc du coup, d'un point de vue d'architecture, on va retrouver l'idée de l'architecture. Voilà, c'est l'église en fait grange, le type du vaisseau unique. Donc là, on le retrouve en fait à Méligny-le-Petit, on est dans la Meuse, et là on voit bien sur cet édifice en fait la nef, qui est un bâtiment, un vaisseau unique. Et si on regarde en fait un tout petit peu cette construction, on retrouve encore une fois donc quelque chose qui est beaucoup plus modéré, mais on a toujours ce sentiment où la petite église, la petite paroisse essaie de copier l'abbatiale qui essaie de copier la cathédrale. Voilà, on retrouve dans une certaine mesure, voilà, on n'a plus les colonnes, mais on a des pilastres qui sont intégrés en fait à la façade, le fronton triangulaire. On a aussi un élément, en fait, un arc en plein cintre dans la partie haute. Donc on voit finalement aussi, par exemple, les héritages du roman qui sont modernisés après à ces époques-là. Là, je vous montre aussi cette petite église à Flins, Saint-Martin à Flins, en Meurthe-et-Moselle, où on retrouve de nouveau en fait le même type. Voilà, cette fameuse église grange, le vaisseau unique, avec l'abside qu'on voit ici. Donc cette idée où maintenant on va enlever les chapelles, on va avoir qu'un seul chœur, le chœur unique dans lequel se trouve l'autel. Voilà, vous avez aussi Saint-Martin de Badonvillers, où là on retrouve le même type que pour les abbatiales, le type de l'église halle avec les bas-côtés qui sont à la même hauteur que la nef. Voilà, et je terminerai avec l'église Saint-Sébastien de Nancy, qui voit le jour aussi au XVIIIe, et là on voit évidemment maintenant cette façade qui est parfaitement dans l'esprit du rococo. Voilà, là on a davantage de décoration, une surcharge en fait dans la décoration, tous ces éléments en fait sculptés sous la pierre. Voilà, dans l'architecture classique qu'on a pu voir à Saint-Dié, c'était quand même très très sobre. Et quand on regarde l'intérieur, on comprend tout de suite maintenant les nouveautés, rendre en fait l'espace monumental. Là on retrouve les bas-côtés qui sont aussi hauts que la nef, avec un chœur unique. On va aussi à ce moment-là
enlever les couleurs des vitraux pour avoir des fenêtres blanches pour que la lumière rentre à l'intérieur, et évidemment, encore une fois, pour être dans cette visite, pour que le fidèle puisse à la fois voir et lire en fait, voilà, tout ce qui se passe aussi dans le cœur. Donc c'est intéressant, je terminerai là-dessus, de voir qu'on est à la fois dans un temps où on va accuser énormément de destruction, mais finalement la réponse à ça est une volonté de reconstruction avec beaucoup d'engouement, peut-être même un peu trop, parce qu'on dépasse le cadre en fait très strict, voilà, des règles que doivent suivre les ordres vers quelque chose qui tend vers le gigantisme et vers la splendeur, mais finalement, dans chacune des édifices, à la fois que ce soit la cathédrale ou encore l'abbatiale ou encore l'église paroissiale, on tend vers les principes du Concile de Trente, voilà, à épurer, à ouvrir l'espace. C'est aussi à ce moment-là qu'on commence à mettre des sièges, des bancs dans l'église. C'est à ce moment-là aussi qu'on va organiser la répartition entre les hommes et les femmes. Et donc finalement, c'est tout un nouveau temps qui nous parle beaucoup parce que nos églises à nous aujourd'hui suivent encore pleinement ce schéma-là. Et effectivement, ça nous permet aussi de mieux comprendre ces évolutions. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions? Et si on regarde bien, on retrouve aussi cette idée où les lustres, autrefois, sont retournés